Bonjour, hello. Thank you very much, Geneviève. I'm very happy to be here with you this morning for the second day of this great conference. I'm happy to be able to bring a different perspective of another renewable energy opportunity to the discussion to complement the solar and wind that has been very much at the forefront, and water power as well, which has been very much at the forefront of this conference. As Geneviève had mentioned, I am with the Canadian Biogas Association. I am the executive director with this organization, and our association is a national member-driven organization that looks to expand the biogas opportunities across the country. Our focus is very much with anaerobic digestion of organic materials and being able to extract that value from those materials for alternative uses. Our roles are very much in being able to be involved in the policy and advocacy at both provincial and federal levels to ensure that those policies and directions are very favorable for our industry's growth, and to be able to help educate key stakeholders both within the public and government about our technology. So today I'm going to speak to you a little bit, give some context about biogas, or often referred to as biomethane, and renewable natural gas. Give you some context of what the projects look like currently in Canada and what the drivers are in key market opportunities that have been developing across the country. There has been significant momentum that's been growing, so as was commented yesterday and earlier today, there's great momentum, and we're very excited to see the participation and willingness across the sector. So to get us started, biogas is very much a renewable source of methane. We get biogas from the process of anaerobic digestion, so taking organic materials and breaking them down, a biological process where we're creating this gaseous form. When we use that raw biogas, that gas, when it's cleaned and cleaned of any impurities, is often referred to as renewable natural gas or biomethane. Renewable natural gas is considered a carbon neutral form of fuel and can be used interchangeably with natural gas. When we look at this as a mass balance, what goes in must come out. So we have the gaseous form that we very much value, and as well, which is often the liquid component, the digestate is what is referred to as the liquid component, is very much a value-added byproduct that is often used as a soil amendment or land application fertilizer. So what is the feedstock? There was reference yesterday to Canada being a very vastly rich in bioresources. And so the feedstock that we use for our technology is very much the cellulosic material that can be easily broken down. We often get our materials from livestock manure, from crop residues, from landfill gas recovery, or from the green bin material that's collected at the curb from residences or commercial and institutional locations. We also see the feedstock being very much the wastewater treatment facilities that are being used in municipalities. And so these five sources are those that we have focused on primarily, where we have many of the projects on the ground operating today. So this map gives you some perspective of what kind of development has happened across the country to date. We have over 100 biogas projects that are operating, and these are primarily generating renewable electricity and heat. That can be electricity that can go onto the electrical grid or be used on site. As well, we have almost a dozen renewable natural gas facilities. And you'll see that the development that's happened so far to date has been clustered in a number of areas. So we have a number of projects in British Columbia, a number of projects here in Quebec, and as well a number of projects in Ontario. And I would point out that in terms of the makeup of those projects, as well, you can maybe not see from the dots on the page, but there's very much involvement from agriculture, so farm-based facilities that have built these projects to complement their agricultural businesses and to diversify and strengthen their energy supplies. Also, municipalities are very much gaining interest. They see the opportunity to be able to pick up that material from the curb
take that back and digest that material and create a fuel that can then be used as a transportation fuel back in their fleets that are picking up that material. So that closed loop concept has great interest and marketability from municipalities, and is something that we're seeing people get very excited about. So in terms of what we see today in many of the drivers from a policy perspective, there have been a range of approaches that have helped to advance the biogas, the growth of the biogas sector, including regulation, taxation, policy, and incentives. And each province, those that are listed here being the most advanced, has implemented a different approach and different mechanisms and tools to be able to help advance the sector. Much has been happening here in Quebec. We've heard from your minister, who has been very strongly supporting the 2030 energy plan, and we're encouraged by the inclusion of biomethane and renewable natural gas in many of the policies that have been advancing across the provinces. So this is a brief listing here of some of the regulations and policies that are currently in place. I'm not going to go over each one, but you'll see that there are themes that cross the borders, specifically in terms of climate change policy, being able to dovetail with organic diversion policy. That's something here in Quebec that was quite novel in the way that you've approached being able to bring the two together to help support your initiatives. As well, being able to see opportunities for landfill bans to be able to enable that feedstock to be more readily accessible, and as well for opportunities for renewable energy, including those like we've seen in Ontario that have spurred a lot of the development on the electricity side, and now we're gaining that momentum for renewable natural gas. As was noted on the map, British Columbia has seen the greatest uptake in terms of renewable natural gas, and this has been predominantly due to their voluntary RNG program that they have put in place. This has had quite a lot of success in terms of interest by consumers to pay a premium to have that renewable natural gas as part of their supply. And then similarly on the producer side, they have a lot of project interest coming forward and has gone into operation to provide that renewable natural gas into the natural gas supply stream. So that very much BC has been a model for many of the provinces, Quebec taking the next steps, in Ontario as well, following in the footsteps to try to encourage the regulator to allow the utilities the opportunity to procure natural gas as part of their supply. So that's provincially what we see as some of the drivers from a policy perspective. And then federally, as was mentioned yesterday, we also have momentum from a national perspective in the introduction of the Clean Fuel Standard. This being announced last fall as part of the Pan-Canadian Framework, with the objective of being able to reduce 30 megatons of GHG emissions by 2030. And we're very encouraged by the fact that within the announcement for the Clean Fuel Standard, biogas and renewable natural gas were recognized as an alternative fuel. And so the very fundamental goal within the Clean Fuel Standard to promote clean technologies, to lower carbon fuels and promote alternative fuels such as biogas is one of the goals of the Clean Fuel Standard. They're looking to take a performance-based approach using a life cycle analysis. And this is very much, as was mentioned yesterday for some of you who were in some of the other sessions, in its early development. So we have a prime opportunity now to be able to help shape the Clean Fuel Standard in terms of how it comes together as part of its design. A discussion paper will be coming out later in February with pertinent questions in terms of how the government looks to approach the Clean Fuel Standard. It is taking a very broad-based approach, so it's not focused solely on transportation, as has been the case in other jurisdictions like California and BC. So we have our work cut out for us in terms of being able to ensure that this design of the program helps to meet the needs of all the alternative energy sources that are looking to be embraced by this standard. So turning now to where RNG really does differ from some of the other renewable fuels.
We see in some of the statistics that have been provided by Natural Resources Canada that 7% of all methane emissions actually come from manure management or livestock storages, and 20% of methane emissions actually come from landfill gas recovery. And so there's a real opportunity here at the source to be able to capture that methane and to be able to utilize it in a more productive way. We see that this is a growing opportunity following some of the other policies that we've spoken about in terms of developing offset credits and protocols. Here in Quebec, you have protocols in place already. Some of them can be have marked improvements in terms of how they can help, particularly in the agricultural sector. But in Ontario right now, with having joined the Western Climate Initiative with California and Quebec, there is very much opportunity as they're adapting protocols from other jurisdictions, Alberta, Quebec, California, to enable an opportunity to recognize the abatement opportunities for greenhouse gas and to be able to realize some of those greater reductions. So again, biogas is reducing not only the carbon dioxide, but more significantly the methane emissions. And we would stress in many of our discussions that there are two components here. We have the methane displacement, which I noted from upstream sources, the methane abatement from upstream sources, but we also have the displacement of other fossil fuels. So being able to displace, for example, if we're using RNG as a transportation fuel, to displace that with the diesel that's being used in the heavy-duty fleets, or as well to be able to complement the natural gas stream with an even more carbon neutral fuel. So the ultimate potential when we look at RNG across the country very much looks to up to 24 megatons of CO2 reductions per year. I would say that that number is also inclusive of forestry biomass, so not exclusively the anaerobic digestion component that we are very much focused on. Now this slide is a schematic that helps to provide, again, a conceptual understanding of where the opportunity lies for biogas and renewable natural gas. If you were to split the slide in two here where the images are, it very much looks to some of those sources, so the lagoons that are uncovered, the landfills, any of the coal-fired electricity generation or transportation fleets. And it gives you an idea of, if you draw your baseline of current practices today and you introduce biogas or renewable natural gas as part of the supply, that there's significant opportunities here to be able to reduce the GHG, reduce our GHG emissions. And there's multiple ways in which biogas and renewable natural gas can interface. So we have a lot of ability to reduce other higher intensive fuels. I'd also mention that renewable natural gas very much presents itself as an affordable and flexible supply. When you look at comparing renewable natural gas to other renewable fuels, it is very much comes in as a lower cost abatement option in terms of its cost. And so when we look at renewable natural gas, one of the other things it has to its advantage in terms of cost to consumer, it also is extremely versatile. So as I mentioned earlier, a molecule of renewable natural gas has the same chemical composition to natural gas. And so the interchangeability of the gas is very accommodating for, be it your dryer, your stove, be it a vehicle as a vehicle fuel. So the interchangeability of that fuel is very accommodating, and therefore would have greater flexibility in terms of its uptake. So in terms of where we see biogas and renewable natural gas getting the greatest traction and attention today, it's in terms of many of these benefits that are listed here. We see that there are specific areas targeted within our
statistics where we can hone in and try to recover some of those opportunities from a methane abatement perspective. We also spoke about the opportunities for renewable energy, be it to put that renewable natural gas into the pipeline to be used in buildings or heating, and to also look to other avenues, for example, in electricity, which has been quite prevalent in Ontario. The other solution option that's presented with renewable natural gas is this ability to dovetail it with waste management. And we've seen many progressive companies within the waste management industry that have invested in fleets who are now running on renewable natural gas. And they've been very proactive to understanding that this actually is now a resource. The waste can be utilized in such a way that can maximize the energy value as well as the nutrient value by using these processes. And lastly, we haven't touched yet on the economic opportunity and job growth, but with many of these facilities, they're constructed and then there's a necessary involvement by individuals who have to manage and operate the plants. And so there are long-term economic growth opportunities for the sector and very much a value-added involvement in clean tech. So there's a solution that's been presented in terms of being able to, here and now, the opportunities for anaerobic digestion have been used, as in the case of wastewater treatment, for decades. And we have seen this technology been put in place across the country very cost effectively, and it's getting traction. We also see that it addresses many of these priority issues that are now being faced at various levels of government, and looking to be able to dovetail that with this as a solution. And so together, the industry and many of our members are very involved, be them the developers on the agricultural side or municipal side, be it the utilities, be it the feedstock suppliers. All of those under our umbrella are very engaged with the provincial and federal governments, working together to try to shape the opportunities for the future. There is great attraction and momentum for renewable natural gas, as we've seen in many of the policies that have been coming out and dovetailing with the climate initiatives. And what we're calling for is that flexibility. We really want to enable the opportunity for renewable natural gas to be included as a lower carbon fuel in the Clean Fuel Standard and renewable content requirements to enable that gas to go into the pipeline, and as well as to be able to be used in a self-serving need, whether it's within a municipality or a farm operation. Enabling support for innovation in clean tech to realize these GHG emissions. We heard again yesterday the need for that support to happen to enable these projects to move forward. To recognize the value that is needed in being able to capture those organic materials before they go into landfill and be able to use them for a more maximum opportunity, and also to be able to value and recognize from a monetary perspective the methane emission reductions. And we're seeing that happening right now with the development of the offset protocols, but to enable that process to be simple enough that is able to for individuals to take advantage of this and to be able to see the value that results from their gas. And lastly, to be able to see the flexible opportunities for any kind of credit system, stackability of the opportunities, and have the broad reach within these regulations and policies to think forward where there may not be regulations in place today, but we can incorporate them at a later date. Lastly, I just wanted to highlight we will be having our conference in just over a month's time in Toronto. If you're passing through at the end of March and would like to learn more about renewable natural gas and biogas, I would encourage you and welcome you to attend our conference on March 23rd and 24th. There'll be great opportunities there to be able to network with the broader industry, and really appreciate and thank you for your time. Je vous laisse sans plus attendre entre les mains de Martin Donfous, maire de Varennes. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. En fait, j'en profite pour vous inviter aussi à venir visiter notre bibliothèque qui est opérationnelle depuis 1 an et demi, le premier bâtiment public net zéro du Québec. Donc,
Une situation géographique très rapide. La ville de Varennes est tout près de Montréal sur la rive sud. Donc, Boucherville est ici. On est juste à côté, à 15 minutes de Montréal, 21 000 de population le long du fleuve. Relié par, bien sûr, des réseaux majeurs d'autoroutes, la 30 qui traverse la ville, à 15 minutes des installations et du développement du port de Montréal à Contrecœur et desservi, bien sûr, par le réseau ferroviaire du CN et de Gaz Métro. En 2009, on en a parlé, le gouvernement dévoile son plan d'action relatif aux matières résiduelles au Québec. Donc, l'objectif a été changé, que l'enfouissement soit banni à partir de 2022, dans un but très clair de réduire l'enfouissement des matières résiduelles par procédé de biométhanisation ou de compostage. Bien sûr, on souhaitait qu'en 2015, les projets de biométhanisation soient opérationnels. La réalité est tout autre, beaucoup plus complexe. On va en parler ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès 2010, un consortium dans notre région est de la Montérégie, 3 MRC se sont réunis, qui regroupent 27 municipalités pour définir leur plan de biométhanisation et définir comment est-ce qu'on allait fonctionner dans ce cadre-là. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le premier défi d'importance, on a un projet de construction, un projet de 59 millions. Mais pour le milieu municipal, c'est assurément pas un projet habituel. Personne des 3 MRC ni des 27 municipalités a la compétence pour construire et encore moins pour administrer une usine. Donc, on fait le choix d'aller se chercher un partenaire privé. Mais le milieu municipal a des règles. C'est pas aussi facile que de dire « Allez chercher un partenaire privé, on est partenaires ensemble et on construit tout ça ». Donc, le gouvernement a défini des règles claires. La Société d'économie mixte, la SEM, c'est légal, c'est permis. Mais il y a un exemple au Québec avant le nôtre, Rivière-du-Loup. Et pourquoi il y en a si peu? Parce que c'est un extraordinaire défi, surtout pour le partenaire privé. Parce que dans la définition de la SEM, c'est un partenariat entre le milieu municipal et le partenaire privé, mais le milieu municipal doit être majoritaire, obligatoirement. Donc, imaginez une entreprise qui décide de déposer une offre dans l'appel d'offres qu'on fait et d'accepter d'être minoritaire, donc de ne pas avoir de pouvoir sur les décisions finales. Et c'est là le gros défi des SEM. Mais on décide quand même d'aller de l'avant. On a pris 2 ans avant de réussir à finaliser tout l'aspect juridique pour la création de la SEM et lancer notre appel de projet, notre appel d'offres pour aller chercher le meilleur projet, le meilleur partenaire. Mais dans le défi du meilleur partenaire et du meilleur projet, le site devait être identifié, mais en même temps, on a un défi colossal là, parce que le milieu municipal, son objectif est de s'assurer que ses coûts d'administration et de gestion des matières résiduelles soient le moins cher possible. Mais le milieu entrepreneurial, les gens d'affaires comme vous êtes, veulent faire le plus d'argent possible. Donc, il y a une confrontation claire entre ces deux modes-là. Mais malgré ça, on décidait de lancer notre appel d'offres pour créer la SEM, la Société d'économie mixte, pour en arriver à le partenaire retenu, qui est le consortium entre Éthanol Greenfield, et en passant, je salue M. Roberge, qui est le grand patron d'Éthanol Greenfield ici, chez nous à Varennes, et du groupe Valor, pour former Biogaz EG, qui est donc devenu le partenaire privé de notre CEMEC, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Donc, les actionnaires, la MRC Marguerite-Duville, MRC Vallée-du-Richelieu, Marguerite-Duville et Biogaz EG. Et vous avez compris ce que j'ai dit tantôt, Biogaz EG acceptait d'être minoritaire. Et la répartition de l'actionnariat, Biogaz EG 33%, et les 3 MRC, c'est en fonction de leur population. Donc, Vallée-du-Richelieu a plus de population, donc détenait 29, Marguerite-Duville 22 et Rouville 16%. Les défis, les descriptions du projet, capacité de traitement 42 000 tonnes de résidus organiques, traiter les matières organiques provenant des secteurs résidentiels et multilogements,
Au niveau du compostage, c'est principalement le traitement de nos feuilles à l'automne et de la chaume au printemps qui ne va pas dans le biométhanisateur. Donc, une capacité de traitement de 8000 tonnes et c'est le traitement des résidus verts. L'importance de la synergie, puis faites-moi pas oublier de répondre dans ma version, excusez, monsieur, juste vous aviez une bonne question tantôt. Je veux y répondre aussi dans notre approche, mais la beauté de notre projet, et tous les gens du Québec reconnaîtront qu'on a une particularité qui est unique dans notre projet de biométhanisation, c'est le phénomène de synergie. Parce que l'entreprise Ethanol Greenfield est juste ici. Et de l'autre côté de la rue, qui est en construction à l'heure où on se parle, notre projet de biométhanisation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la synergie entre les deux. Parce que le biogaz qui sera produit par la biométhanisation est acheté par l'entreprise qui est à 50 mètres de l'autre côté de la rue. Et puisque je vais être sûr de ne pas oublier de répondre à votre question, j'y réponds tout de suite. Parce que ça fait partie des défis, des questions qu'on s'est posées, nous, comme gestionnaire municipal. Est-il plus avantageux de renvoyer le biogaz dans le réseau? Parce que c'était tout à fait une possibilité. Le réseau passe juste ici, à 5 mètres de l'usine. Mais au final, pour apprendre de gaz métro, attendez là, on ne prend pas le biogaz tel quel produit de l'usine et l'envoyer comme ça dans le réseau avec un entonnoir. Non, 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 non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, je suis maire, là. Je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un ingénieur. Mais on a compris que ça prenait des systèmes de purification du traitement du gaz avant d'être envoyé dans le réseau. Mais ce système-là pouvait coûter jusqu'à 10 millions de dollars et n'était pas financé à l'intérieur du programme. Ça devient assez simple quand on pose la question d'y répondre. On a un acheteur et un consommeur de gaz qui est un très important consommateur de gaz, qui va prendre à peu près seulement 10% de ses besoins à lui, qui représente la totalité de ce qu'on va produire. Donc, l'équation est facile. On a le consommateur et l'acheteur à côté. Hors de question pour nous de renvoyer dans le réseau notre biogaz. Donc, notre synergie du projet, il y a un processus de biométhanisation en phase liquide. Le biogaz, comme je viens de mentionner, est acheté par Ethanol Greenfield. Et la fixation du prix, là, si vous voulez connaître exactement, on demandera à M. Robert, mais il y a une charte qui existe, qui fluctue, et le prix du marché de la molécule fluctue en fonction du marché d'aujourd'hui, tout simplement. L'utilisation de l'eau de procédé, le digesta valorisé en milieu agricole, ça a l'air de rien, mais ça, c'est un autre défi qui est gigantesque. Parce que le gros biométhanisateur qui produit son biogaz, à la fin du processus, il y a un digesta. Mais dans l'extraordinaire synergie de notre projet, puisque l'entreprise Ethanol Greenfield est juste l'autre côté, à côté, et fonctionne, cette entreprise-là, à partir du maïs grain. Donc, ils ont énormément d'ententes avec énormément de cultivateurs de la région pour l'arrivée de la matière première de leur usine du maïs grain. Mais dans la même entente qu'ils ont, dans l'offre qu'ils nous ont déposée pour la création de la CEMEC, ces mêmes camions-là vont repartir avec le digesta qu'ils vont revaloriser sur leur terre agricole. Ça, c'est une synergie dans le cadre d'une économie circulaire qui est extraordinaire. Et on optimise bien sûr les ressources énergétiques et humaines, parce que ce sont eux qui administrent et gèrent notre usine, qui sont des spécialistes qui gèrent de façon extrêmement efficace l'usine qui est de l'autre côté de la rue. Coût du projet de construction, parce qu'on parle d'un projet total de 59 millions, mais le coût de construction est de 46. Le financement, le gouvernement, en fait, les deux paliers de gouvernement se partagent la subvention de 31 millions et les actionnaires, l'ensemble des partenaires, se partagent l'autre 15 millions. On le voit très bien, l'usine Ethanol Greenfield est juste placée ici. On a la 132 qui traverse, on a la ligne de gaz qui passe ici et le terrain destiné pour l'usine de biométhanisation est juste de l'autre côté de la rue. Et je le répète, ça fait 3 mois que les travaux ont débuté. Monsieur Robert, j'aurais beaucoup aimé que je vous montre les dernières photos parce qu'il nous envoie des relevés photographiques de l'évolution des travaux.
mais les structures sont en train de monter et c'est très intéressant. De quoi va l'air notre centre de traitement de biométhanisation? Vous avez un aperçu, donc on vous invite au mois de décembre 2017 pour couper le ruban et venir voir de quoi ça va l'air et comment ça fonctionnera. On parle de 35 000 tonnes annuelles avec une capacité plus grande, bien sûr. Donc, les grands avantages, réduction de l'enfouissement je ne vous apprendrai rien, c'est 40 000 tonnes de matière résiduelle qui sort de l'enfouissement, qui équivaut à 4 000 camions de vidange de 10 tonnes. Production locale d'énergie, production d'environ 2,3 millions de mètres cubes par an de biométhane, production d'un fertilisant organique de qualité, le Digesta dont je vous parlais tantôt, et c'est le partenariat avec Ethanol Greenfield qui est ici. La diminution de gaz à effet de serre, donc, permet de réduire d'environ 8 527 520 kg, qui équivaut à l'équivalent de 2000 automobiles de moins par année qui polluent. Donc, le transport des matières, c'est un élément qui est un enjeu intéressant, puis je vais me permettre, j'y vais assez rapidement parce qu'à la fin, on a une petite vidéo de 2-3 minutes qui démystifie tout le phénomène, mais qui est un outil extraordinaire pour nous auprès de la population, pour savoir comment fonctionne la biométhanisation de la cuisine à l'usine. Donc, le site en plein cœur du secteur pétrochimique de la ville de Varennes, à l'est de la ville de Varennes, où on a principalement 15 millions de pieds carrés des terrains de Pétromont qui sont en phase de décontamination parce que l'usine a fermé ses portes. Donc, l'usine Ethanol Greenfield est ici au centre et juste au côté de la rue en plein centre, donc très loin du secteur urbanisé de la ville de Varennes, qui est un élément non négligeable, bien sûr. Les enjeux, le parc industriel varennais est situé au carrefour d'un positionnement géographique stratégique. On a le fleuve, le port de Montréal à contre-cœur, le CN, l'autoroute 30 et très près de l'autoroute 20. On a lancé un projet pilote il y a à peu près 1 an. On a ciblé plusieurs municipalités des 3 MRC. On a choisi des rues dans quelques municipalités et on a fait des tests plusieurs semaines avec notre Organibac et invité la population de ces rues-là à participer parce que pour nous, on était intrigués de connaître le taux de participation, mais surtout le volume que ça allait générer. À notre grande surprise et agréable surprise, la plus grande déception que ces gens-là ont eue, c'est de devoir arrêter le projet pilote et retourner les bacs parce qu'ils ne voulaient plus arrêter. Donc, c'est un bon signe pour nous. Est-ce que la population est prête et mûre? Et la sensibilité environnementale, c'est un des éléments que moi, je constate depuis 7 ans où je suis maire. Les gens sont prêts à faire des efforts pour changer le sort de notre planète. Et la biométhanisation en est un bel exemple. L'acceptabilité sociale, et là, je vous parle davantage du site de Varennes, parce que ce n'est pas le projet de Varennes, je veux que ça soit clair, c'est le projet qui est situé à Varennes, mais qui regroupe 27 municipalités et un partenaire privé. Il y a 2 enjeux majeurs quand une ville accueille un projet de biométhanisation, et c'est toujours les mêmes. Le flot de transport lourd et les odeurs potentielles. Le flot de transport, le projet de l'arrivée de la biométhanisation aura permis à Varennes de concrétiser un vieux rêve qui traîne depuis 30 ans. C'est de sortir le transport lourd de la rue de Picardie qui transite entre la 30 et la 132 pour accéder au secteur pétrochimique, de le déplacer vers la montée de Baronnie, où on passe de 500 résidences à 4. Et le projet, 80% du nouveau tronçon du transport lourd est réalisé. Il reste un dernier bout qui reste à connecter à la 132. Donc, dès cet été, ce nouveau tronçon-là du transport lourd qui croisera 4 maisons, au lieu de 500, sera enfin réalisé. Donc, croyez-moi, tous les gens qui habitent le long de Picardie, non seulement sont très heureux, mais ça augure assez bien pour novembre 2017. L'aspect des odeurs. Bien sûr, ceux qui tentent pas de démystifier, mais de cannibaliser le projet de biométhanisation, qui est un extraordinaire projet, tentent de laisser croire
qu'il y a des montagnes de mouettes, des montagnes de déchets. C'est pas comme ça que ça se passe, la biométhanisation, vous le savez très bien, mais la population ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est à nous, comme élus, de s'assurer d'expliquer ce qui se passe. Et la meilleure façon de l'expliquer pour être convaincant, c'est d'avoir eu le privilège d'aller voir des sites en Europe. En Suède, il y a énormément de biométhanisation. En Allemagne et en France, c'est populaire. Donc, on est allé voir. Il y a une délégation québécoise de maires et de partenaires privés qui sont allés visiter des sites opérationnels pour prendre conscience que l'odeur collée, on est à 5 mètres du biométhanisateur, et il n'y a pas d'odeur générée par le traitement de la biométhanisation. Ça se passe à l'intérieur et même le déchargement des camions, on va le voir dans la vidéo, c'est sous sas, à l'intérieur, où le déchargement se fait. Et en plus, vous l'avez vu tantôt dans l'image, l'usine est au cœur d'un secteur pétrochimique. Il y a l'usine de Kronos qui est encore opérationnelle l'autre côté de la rue, qui dégage davantage d'odeur que ce que dégagera même pas la biométhanisation. Donc, ce volet-là est assurément réglé et c'était un enjeu majeur pour la ville de Varennes. La pelletée de terre a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps, en fait, il y a à peu près un mois, mais l'usine était déjà en construction. Dans des étapes comme ceux-là, souvent, c'est la disponibilité des ministres qui détermine quand est-ce qu'en fait on peut faire la pelletée de terre, mais ça faisait déjà 2-3 mois que l'usine était en construction. Et on est déjà rendu aux vidéos, et si je fais clic, ça devrait fonctionner. C'est ce qu'on m'a dit? Non? Je fais clic où? On a le son en plus, extraordinaire. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Danfous. C'était vraiment inspirant. Un très beau projet. Félicitations. Donc, sur ce, j'espère que vous avez des questions pour notre conférencier. Oui, allez-y. C'est peut-être une question malaisante quelque part. Je suis curieux. Vous avez Une firme d'avocats qui s'appelle Sodavex, qui est une firme d'avocats spécialisée en droit de l'environnement. On m'a demandé d'agir à titre de présentatrice aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est vous introduire les sujets et les présentateurs. Vous allez avoir droit à une présentation très intéressante, vous allez voir. On est le deuxième atelier de biogaz. Ici, à la QPR, il y a une sous-section au niveau des biogaz. On essaie de sensibiliser les gens sur les possibilités en matière de biogaz pour pouvoir l'utiliser à titre de source d'énergie. Donc, ce qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui, c'est que non seulement c'est faisable, mais ça se fait. Et ce que vous avez comme présentateurs aujourd'hui, ce sont des représentants d'utilisateurs de biogaz à titre d'énergie et des représentants de producteurs de biogaz à titre d'énergie. Donc, vous avez M. Simon Mercier, qui est la firme Waste Management. Il y a 2 sites qui utilisent les biogaz. Vous avez M. Pierre-Michel Raymond de l'entreprise Roland, une papetière. Et vous avez M. Jacques Demers, président des serres de Mers, dont les serres utilisent le biogaz. Au niveau de, si je peux me permettre une introduction, là, je pense que depuis que le monde est monde, on génère des déchets suite à nos activités. Sincèrement, à moins que vous voyez les choses différemment, je pense que ça va continuer à être le cas pendant encore un bon moment. Donc, parmi les déchets qu'on génère, il y en a qui en se décomposant, vont générer du biogaz. C'est une situation qui existe depuis longtemps et qui va continuer à exister. Donc, le biogaz, au départ, on ne faisait rien. On se contentait d'enfouir les déchets, de simplement les laisser se décomposer. À un moment donné, on a réalisé qu'il y avait peut-être une certaine dangerosité si on permettait au biogaz de migrer hors des sites d'enfouissement. Donc, on a décidé de mettre des puits pour permettre qu'ils s'en aillent dans l'atmosphère sans migrer dans le sol. Mais on ne faisait rien sur le biogaz. Par la suite, on a commencé à dire, puisque ce sont des gaz à effet de serre, il serait peut-être préférable de les brûler carrément. Donc, on les brûlait avec des torchères pour éviter l'émission de biogaz en quantité importante. C'est récemment qu'on s'est dit, ça serait peut-être intéressant d'utiliser le biogaz pour son potentiel énergétique et d'en faire une source d'énergie
en remplacement des sources qui utilisent l'hydrocarbure. On sait qu'on a une société qui veut tendre vers la diminution du carbone et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on regarde sous cet angle-là, il n'y a que des avantages à décider d'utiliser le biogaz. Le problème qu'on avait à l'époque, c'est le carcan juridique qui existait et les avancées technologiques n'étaient peut-être pas nécessairement à point. Donc, il y avait vraiment des difficultés au niveau juridique pour pouvoir capter, distribuer et utiliser le biogaz. Il y avait aussi certains défis au niveau technologique. Le projet de loi 106 qu'on a présentement vise à favoriser l'utilisation du biogaz. Donc, on a changé la définition, je me suis permis de vous l'amener. Maintenant, dans la définition de gaz naturel renouvelable, qui est une notion qui a été introduite dans le projet de loi 106, on parle de méthane de source renouvelable ayant des propriétés d'interchangeabilité lui permettant d'être livré par un réseau de distribution de gaz naturel. Donc, on va introduire, quand ce projet de loi-là va être en vigueur, une notion qui va permettre de parler de gaz naturel renouvelable et on va introduire dans la loi une certaine obligation d'utiliser un pourcentage de gaz naturel renouvelable dans l'énergie qui va être distribuée. Donc, normalement, ça devrait favoriser les initiatives de ce côté-là. On a également au niveau des gaz à effet de serre, le marché du carbone. Il n'y a pas beaucoup de protocoles qui ont été mis en place qui permettent d'aller chercher des crédits carbone pour des personnes autres que les grands émetteurs. Mais parmi les protocoles qui existent, il y en a un qui est pour le captage de biogaz dans les sites qui ne sont pas obligés par la loi de le faire, pour les inciter à mettre en place des systèmes, capter les biogaz et les réutiliser. Et vous avez certainement entendu parler des usines de biométhanisation qui sont en train de s'installer. Quelques-unes ont déjà été ouvertes, d'autres vont s'ouvrir. Les usines de biométhanisation visent justement à forcer une décomposition plus rapide des matières organiques et à générer des biogaz. On est supposé trouver l'utilité du biogaz, pas simplement l'envoyer ou le brûler dans le torchage. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des belles possibilités qui vont s'ouvrir avec les changements législatifs auxquels on assiste. Mais ce que vous avez ici, c'est des gens qui vont vous prouver que c'est faisable parce qu'ils le font déjà. Donc, on a des gens qui ont décidé de ne pas attendre les changements législatifs, de ne pas nécessairement attendre que la technologie soit au point et de faire les démarches nécessaires pour mettre en place des installations qui utilisent le biogaz. Je vous invite à les écouter. Ce sont des exemples qui sont hyper inspirants. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter certaines des installations dont on va vous parler aujourd'hui. Si vous avez cette occasion-là, je vous encourage fortement. Mais je vous invite à garder en tête que les gens qui vous parlent sont nécessairement des précurseurs. C'est des gens qui ont décidé d'innover là où ça n'existait pas. Ils ont réussi à créer des choses qui n'existaient pas et ils ont pavé finalement la voie à ceux qui vont venir après. Fait que, imaginez si ces gens-là ont réussi à faire ça dans un contexte législatif qui n'était pas nécessairement favorable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les changements qui s'en viennent? Alors, sur ce, je cède la parole à Simon Mercier. Simon Mercier est le directeur général des lieux d'élimination de Waste Management au Québec. Il a sous sa responsabilité l'exploitation des lieux d'enfouissement de Sainte-Sophie, de La Chute et de Drummondville, ou Saint-Nicéphore, vous avez peut-être entendu appeler Saint-Nicéphore avant la fusion. Détenteur d'une formation en génie civil, il compte près de 25 ans d'expérience à différents postes dans le secteur de la gestion des matières résiduelles. Il a notamment œuvré durant une douzaine d'années au sein de l'entreprise EBI de Berthierville avant de joindre les rangs de Waste Management en 2004. Il a entre autres développé une expertise dans la gestion de la valorisation des biogaz en énergie. Il a notamment réalisé la mise en place du projet de valorisation de biogaz de Cascade et Gaz Métro à Sainte-Sophie et en a assuré la gestion par la suite. C'est monsieur Raymond va nous parler de ça. On a encore dit monsieur Roland. Monsieur Raymond de Patrick Roland, l'autre standard. Il a aussi participé au projet de transformation des biogaz en électricité au lieu d'enfouissement de Drummondville et contribué à l'alimentation en chaleur des serres de Merse par la récupération d'énergie provenant de cette centrale. Monsieur Demers va vous parler de cette initiative également. Puis vous allez nous parler du projet qui s'en vient, parce qu'il y a un projet, il y a une phase 2 très intéressante aussi. Alors, Simon, est-ce que tu peux utiliser ce micro-là? Ah, j'ai des micros partout. Des micros partout. Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup, Christine. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un plaisir d'être ici pour vous parler des projets qui nous animent, des projets de valorisation des biogaz. Chez Waste Management, pour nous, c'est très stimulant avoir des projets innovateurs comme ça, de travailler avec des partenaires de choix comme les gens de Roland et les gens des serres de Merse.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Waste Management, on est la plus grande compagnie de gestion de matières résiduelles en Amérique du Nord. Waste Management, c'est en fait 39 000 employés qui sont partout en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et c'est des opérations de collecte, de transport et d'élimination et valorisation des matières résiduelles. Bon an, mal an, Waste Management est en mesure de recycler 15 millions de tonnes de matière. Aussi, sur nos propriétés, on a 10 000 hectares de terrain qui sont réservés à la préservation des habitats fauniques via le Wildlife Habitat Council. Mais la raison qui m'amène ici aujourd'hui, c'est parce que Waste Management est aussi une entreprise de production d'énergie. Donc, à travers nos différents projets, on produit une quantité équivalente à la consommation de 500 000 foyers. On a d'ailleurs 134 projets de valorisation des biogaz. Parmi ces projets-là, on a l'utilisation directe dans des procédés industriels, comme le projet qu'on a avec Papier Rolland. On a la transformation en électricité, comme on fait à Drummondville. Puis on a aussi la liquéfaction. Dans certains de nos sites, on transforme les biogaz pour pouvoir les utiliser comme carburant dans nos flottes de véhicules. On a aussi d'autres procédés dans lesquels on est impliqué. On fait de la gazification, du spec fuel et aussi dans l'énergie solaire. Pour vous parler plus précisément du site de Sainte-Sophie, le site de Sainte-Sophie a été acquis en 1997 par Waste Management. C'est un site qui est en opération depuis les années 64. À travers les années, nous, on a reçu près de 22 millions de tonnes de matières résiduelles à ce site. Actuellement, le site est autorisé à recevoir 1 million de tonnes par année. Puis, c'est sûr que Waste Management fait toujours face à ses responsabilités sociales. Donc, à travers les années, on a tenu plus de 60 rencontres avec le comité de citoyens, le comité de vigilance, qui est en fait le chien de garde du site. Puis, on a aussi, on maintient toujours notre appui aux initiatives communautaires. On a aussi mis en place un fonds d'investissement agricole. Donc, à travers les années, Waste Management a injecté en fait 700 000 dans un fonds d'investissement agricole qui a permis à 11 projets de voir le jour. Puis ces projets-là ont généré 9 millions d'investissements dans la région des Basses-Laurentides. Et aussi, bien sûr, on a des ententes avec la municipalité hôtesse et les municipalités environnantes aussi. Par forme de redevance, on contribue au bien-être financier de nos communautés hôtesses. Au début des années 2000, Waste Management était à la recherche d'un projet de valorisation. Bon, il y avait des quantités importantes de gaz qui étaient dégagées à partir du site de Sainte-Sophie. Donc, Waste était à la recherche d'un projet majeur qui pourrait contribuer à l'essor économique de la région. À ce moment-là, on était à la recherche d'un partenaire solide, qui avait les mêmes valeurs de développement durable que Waste Management. Puis, ça allait de soi à ce moment-là de travailler avec les entreprises Cascade, qui étaient représentées par les frères Lemaire, qui sont des leaders inspirants, toujours à l'affût des nouvelles technologies. Donc, le projet a été dévoilé en 2004 pour être inauguré en 2005. Et depuis déjà 12 ans, depuis janvier 2005, nos biogaz de Sainte-Sophie sont valorisés à l'usine de Papier Rolland à Saint-Jérôme. Pour vous parler un peu plus du captage des biogaz, un peu plus technique, Waste Management a l'obligation, comme l'a dit Christine tantôt, de capter et de détruire les biogaz. Chez Waste Management à Sainte-Sophie, on fait la collection et la destruction des biogaz depuis le début des années 90, malgré le fait que le règlement l'exige seulement depuis 2009.
À Sainte-Sophie, on a 2 types de puits de captage des gaz. On a des puits verticaux et on a des puits horizontaux pour un total de 245 puits actifs sur le site, excusez. Puis, tous ces puits-là sont reliés à un réseau de collecte qui achemine les biogaz vers une station de pompage qui va permettre la valorisation des biogaz à l'usine de papier Roland. Et les surplus, eux, sont détruits via 2 torchères à flamme invisibles. Les puits de captage verticaux, en fait, eux, sont installés quand une cellule est complétée. Donc, quand on a terminé la mise en déchet dans une cellule, à l'aide d'une foreuse qui a été développée expressément pour les puits de gaz, on va venir forer un puits dans la masse de déchets, un puits de 1 mètre de diamètre environ, dans lequel on va venir insérer une conduite perforée. Puis, le puits va être rempli de pierres nettes. Ce puits-là est scellé avec de la bentonite pour s'assurer qu'on ne va pas soit aspirer de l'oxygène parce qu'on est le plus agressif possible au niveau de l'aspiration des biogaz, ou sinon émettre du biogaz à l'atmosphère. Ce système-là est relié, les puits en fait sont reliés à un système de collection qui va acheminer les gaz vers la station de pompage. Comme je le disais aussi, on a des tranchées horizontales. Les tranchées horizontales, elles, sont installées au fur et à mesure que la cellule va évoluer. Donc, au fur et à mesure qu'on met des déchets dans une cellule à différents niveaux, on va venir creuser des tranchées horizontales, tranchées qui ont environ 1 mètre par 1 mètre. Et là aussi, on vient mettre une conduite perforée ainsi que la pierre nette pour s'assurer une collection optimale des biogaz. Ici, vous pouvez voir les installations de captage. Donc, à gauche, si le pointeur fonctionne, oui. Ici, c'est nos équipements de pompage des biogaz. Donc, on a des soufflantes ici qui vont aspirer les biogaz à travers toute la masse de déchets qu'on a à Sainte-Sophie. Puis, on a les 2 torchères qu'on veut utiliser le moins possible qui servent à détruire les surplus de biogaz qui ne sont pas valorisés. En gris et bleu, c'est les installations de Gaz Métro. Gaz Métro qui est un partenaire dans ce projet-là, pour qui le rôle est de compresser et transporter le biogaz chez notre partenaire Roland. Donc, via un pipeline de 13 km, le gaz est compressé à 1000 kPa pour être acheminé à l'usine de papier Roland. Le débit moyen va varier avec les saisons, bien sûr, et d'environ 8500 m3 pour un total de biogaz transporté, valorisé à travers l'année de 71 millions de mètres cubes. Je vais inviter M. Raymond, Pierre-Michel à prendre la parole, qui va vous donner plus de détails concernant les opérations de Roland. Allô? Bon. Juste un instant, Simon. Oui. Vous êtes bien attentif, vous êtes aussi bien silencieux. On s'est parlé, j'aurais dû le dire d'entrée de jeu. Je comprends que souvent, les présentations, il y a un côté présentation avec une période de questions. Puis évidemment, je vais vous inviter à la fin si vous avez des questions. Mais tous les participants aujourd'hui étaient à l'aise avec le fait que vous pouviez poser des questions au fur et à mesure. Donc, s'il y a des éléments d'information qui sont donnés et qui suscitent une question maintenant, n'attendez pas nécessairement à la fin. Donc, je vais juste inviter voir s'il y a des gens qui ont des questions sur ce que tu as dit, Simon, avant qu'on passe à votre présentateur. Oui? La teneur en méthane moyenne dans votre biogaz récupéré, ça se situe autour de quoi? Nos pourcentages sont autour de 52% de méthane. Oui. La question, ça va plus pour Monsieur Raymond? je vais avoir de l'intégration après. OK. Ça va faire partie de cette présentation. Mais grosso modo, le biogaz est quoi? On enlève l'humidité, l'H2S, puis c'est brûlé tel quel? Seulement les les chaudières de Roland? Il n'y a aucune transformation qui est faite à part assécher le biogaz.
La raison pourquoi il était asséché, bon, ben, c'est parce que c'est une conduite, un pipeline dédié, 150 mm de diamètre en acier. Donc, on doit s'assurer, je dis on, mais c'est des gens de Gaz Métro qui s'assurent que le gaz l'humidité ne viendra pas affecter, en fait, la conduite qui permet le transport du gaz. Mais il n'y a pas aucune autre transformation que ça. Quel impact le bannissement des organiques dès 2022 aura sur la production de biogaz à long terme? Vous m'avez volé ma question. Pardon. C'est sûr qu'on est à l'affût de ces nouvelles politiques-là. On en tient compte dans nos courbes parce qu'on fait des courbes de projection de génération de biogaz. Donc, ça vient influencer nos prises de décision dans nos projets. C'est sûr qu'on est à l'affût aussi chez Waste Management en étant une compagnie partout en Amérique du Nord. Il n'y a pas juste au Québec qu'on est confronté à cette nouvelle réalité-là. Bien, on est à l'affût des nouveaux projets possibles à ce niveau-là. Donc, on veut continuer à générer des gaz. C'est sûr que le bannissement est prévu pour 2022. On sait que ça ne sera pas 100%. Bon, il y a beaucoup d'efforts à faire encore à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça va affecter notre production de gaz. Mais à long terme. À long terme, oui, effectivement, on ne verra pas un changement drastique parce que, en fait, les biogaz, les déchets qu'on reçoit aujourd'hui vont produire du gaz pendant une période de 15 à 20 ans. Donc, notre ressource, notre gisement de gaz est garanti encore pour une quinzaine d'années sans problème pour nous permettre de travailler des projets intéressants. Il y avait une question? Oui, Pierre Vallavance, Puritech. Dans donc le format, un peu le développement WMI, est-ce qu'il y a, parce que WMI est présent donc, au niveau des sites là, de façon vraiment très importante, là, comme tu le disais, est-ce que WMI donc, a déjà dans ses cartons quelques projets de biométhanisation de la matière organique? On a différents projets. On est avec différents partenaires, dont Enercam. Waste Management a investi pas mal d'argent dans Enercam. Ça, c'est de la gazéification. Donc, la biométhanisation, c'est un peu comme le site, mais plus rapide. Mais on est à l'affût de différents projets. Dire qu'on a des projets avec beaucoup de succès, un alignement clair de la compagnie à ce moment-ci, non. C'est sûr qu'on travaille là-dessus. On a des gens un peu partout qui travaillent différents projets de biométhanisation, mais on n'a pas encore d'alignement clair à ce niveau-là. Y a-t-il une raison pourquoi? Parce qu'on pourrait penser, c'est relativement simple, au lieu de recevoir donc des camions d'une masse globale, bien, tu vas recevoir 2 camions. Tu vas recevoir un camion qui va être concentré en matière organique. Tu l'envoies dans un bioréacteur. Tu as même des installations de production qui te permettent d'envoyer ça à des utilisateurs. Donc, je trouve ça effectivement un peu spécial que WMI n'est pas... Enfin, il y a une raison. Il y a une raison probablement économique. Je ne sais pas. Bien, c'est sûr qu'à ce niveau-là... Moi, j'aurais une réponse aussi. Ouais, sinon, si t'es moins à l'aise, moi, je peux être à l'aise. Je vais me permettre une réponse, puis je ne parle pas juste de WM. Je vais parler au nom de plusieurs, parce que je représente plusieurs entreprises dans ce domaine-là. On peut peut-être l'appeler économique. Moi, je vais vous dire, c'est législatif, d'abord et avant tout. La politique de gestion des matières résiduelles qui a été adoptée en 2011, qui met de l'avant la technologie de biométhanisation, est associée avec un programme de financement qui va financer jusqu'à hauteur de 50% des entreprises qui sont en association avec des municipalités et jusqu'à hauteur de 70% les entreprises municipales dans le domaine de la biométhanisation. Il y a un choix qui a été fait par le gouvernement au niveau de la législation d'aider financièrement la municipalisation des usines de biométhanisation. Oui, mais on parle au Québec. Du Nord, il y en a beaucoup, là, mais en tout cas, pour ce que moi, je peux parler au Québec, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup, quand la politique est arrivée en 2011, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites par l'entreprise privée pour voir si on pouvait s'implanter. Mais les conditions pour avoir une usine de biométhanisation, il faut qu'on puisse contrôler la ressource.
Donc, il faut qu'on puisse s'assurer que la ressource d'organique va venir à l'usine. Il faut ensuite trouver un partenaire avec qui à qui on va distribuer le biogaz ou l'énergie qui va être générée avec le biogaz. Et ça, il faut que ce soit fait avant qu'on puisse obtenir les autorisations pour obtenir l'approbation du ministère pour faire l'usine de biométhanisation, sans même parler de subsides du gouvernement. Donc, comme la majorité des collectes et tout ça se font par les municipalités, c'est elles qui décident finalement à qui elles donnent le contrat. Puis ça devient très difficile pour une entreprise privée de s'ingérer dans le système qu'on essaye de mettre en place, parce qu'on ne contrôle pas la réglementation, on peut pas assurer qu'on va avoir les organiques pendant 15-20 ans. Donc, il y a vraiment une problématique à ce niveau-là qui rend la réalisation des projets par le privé en matière de biométhanisation ici au Québec difficile. Donc, je veux dire, puis là, je parle pas juste au nom de Waste Management, là, je parle au nom j'ai vu beaucoup d'entreprises ou de firmes de consultants faire des tentatives pour essayer de s'implanter dans ce processus-là, puis ça a toujours échappé pour des raisons de ce type-là. Vous illustrez un petit peu une problématique liée là, au fait qu'on peut pas avoir des contrats de plus que 5 ans au Québec. Au niveau du traitement ou de la collecte, c'est très justifié, mais dans ce sens-là, est-ce que là, je redirige la question à Waste Management, on ne voit pas nécessairement un péril de dire on va perdre des volumes, mais variablement, on va perdre des volumes. Parce que c'est les municipalités qui vont attraper ces volumes-là. C'est 50 000 tonnes à gauche, c'est un autre 30 000 tonnes à droite, puis au bout du compte, on va se rendre à des centaines de milliers de tonnes qui, ultimement, dans quelques années, ne se rendraient pas soit à Sainte-Sophie, à Lachenay ou peu importe. On parle des organiques, là. Hein? On parle au niveau Oui, mais c'est des volumes de déchets. Oui, effectivement. Avec le reste, là, mais dans le sens que c'est des volumes qui ne se rendront pas, qui vont être finalement contrôlés par les municipalités. Là. Donc, il n'y a pas aussi, je veux dire, une perte de votre côté, il n'y aurait pas un business case à dire, ben, regarde, sécuriser les volumes, on parle. Oui, bien absolument. C'est des questions sur lesquelles on travaille actuellement parce que ces volumes-là risquent de nous échapper si on ne se transforme pas, si on n'amène pas des nouvelles solutions. Puis ça, on est bien au fait de ça. Puis effectivement, on travaille activement à faire partie de la solution. Pour répondre à M. Bellavance, puis aussi abonder dans le même sens que Christine, c'est l'économique de tout ça aussi qui devient difficile. Donc, pour être compétitif, d'avoir des projets rentables, il y a une certaine difficulté. Donc, on travaille activement à trouver des solutions pour pas devenir des dinosaures puis disparaître là, avec le départ des organiques. Moi, je pense qu'on va voir. Il y a une volonté qui a été annoncée en 2011 dans la politique. On est dans la période de transition où tout le monde essaye de voir comment on va passer à cette nouvelle technologie-là. Il y a beaucoup de gens qui attendent de voir si les usines qui viennent de démarrer, ça va fonctionner. Puis, on essaye de regarder, les municipalités ont regardé la possibilité de le faire par elles-mêmes, ils regardent la possibilité de le faire en association, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la réglementation. Donc, on est dans ce brouhaha-là. 5-6 ans, c'est pas beaucoup pour faire un virage comme celui qui a été annoncé. Donc, où est-ce qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans? Je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment le savoir. Ce que je peux vous dire, moi, d'expérience, un peu comme Simon dit, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait un peu partout pour voir comment on va transiter vers ça. Il y a des obstacles avec lesquels on doit composer tout le temps, là, mais je veux dire, on va certainement... C'est des possibilités plus que des impossibilités. C'est juste de voir comment les morceaux de casse-tête vont finir par tomber sur une table. Mais je pense qu'il y a une bonne volonté de la part de tout le monde, de M. Bellavance. C'est juste de comprendre comment ils vont y arriver. Merci. Je vais céder la parole à Pierre Michel qui va vous entretenir sur les projets de Rodan. Et là, sur les questions que vous avez posées, à savoir comment ce biogaz-là qui est transféré à la papetière et géré du côté de la papetière, c'est M. Raymond qui va vous expliquer ça. Et encore une fois, placez-vous dans la position qu'on a mis ça en place en 2004, à un moment où il n'y avait pas vraiment d'autres exemples. Donc, vous allez voir probablement un des premiers projets de ce type-là qui a été mis en place au Québec. Merci, M.
Bonjour, Pierre-Michel Raymond des entreprises Roland. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet que j'ai à cœur qui fait en sorte que j'ai probablement encore un emploi aujourd'hui. C'est devenu avec les années notre marge de profit dans un domaine très compétitif où la compétition est féroce. Je vais vous présenter en premier l'usine, les caractéristiques de la centrale thermique, l'ampleur de notre consommation énergétique, l'étendue du projet, les différents défis, les bienfaits aussi qu'on rencontre aujourd'hui, puis les différents développements qui sont possibles. Les entreprises Roland, c'est 250 employés situés à Saint-Jérôme. C'est un chef de file en matière de papier recyclé sécuritaire. On produit plusieurs papiers que vous utilisez au quotidien, par exemple, que ce soit vos passeports canadiens, que ce soit le papier d'impression du gouvernement du Québec, des chèques de banque. On produit beaucoup de papiers pour différents pays d'Amérique du Sud, par exemple, qui sont de plus en plus émergents et qui sont de plus en plus des grands consommateurs de papier. On possède 3 machines à papier qui sont en opération depuis le début des années 40-60. C'est 450 tonnes de papier fin par jour qui sont produites à notre usine. Les caractéristiques de la centrale thermique, le procédé de fabrication du papier est un procédé extrêmement énergivore en termes de séchage, en termes d'application de force mécanique. On a un besoin thermique annuel de 1,3 pétajoules x 10 à la 15, qui équivaut à 42 MW annuels. On utilise 2 combustibles, que ce soit le biogaz comme combustible primaire, puis ensuite le gaz naturel qui vient en renfort lorsqu'on vit des avaries avec le système de biogaz. L'utilisation de la vapeur principale, on parle de séchage du papier, le chauffage d'usine, primairement. On a 4 chaudières en opération, 2 bicombustibles, 2 au gaz naturel. On a une capacité moyenne de génération de 63 500 kg. C'est l'équivalent de 140 000 livres-heure à 125 litres. On consomme annuellement 31 millions de mètres cubes de biogaz non raffiné par année. L'étendue du projet, c'est un projet qui a été lancé, comme Simon le disait, en 2004, un coût de 10 millions qui a été partagé par les 3 partenaires jusqu'à hauteur de 8,8 millions par cascade à l'époque et de 1,2 millions par gaz métro. Les 3 partenaires ont, par exemple, comme Simon le disait, Waste Management qui effectue la valorisation du biogaz, Gaz Métro qui effectue la compression, le transport jusqu'à l'usine, l'odorisation aussi. Cascade qui nous le consommons. Maintenant, les entreprises Roland, anciennement Cascade, on consomme le biogaz pour en faire de la vapeur à l'usine. Comme Simon le disait, un pipeline de 13 km qui s'étend du site d'enfouissement qui passe par la 15, si vous êtes familier avec le coin, jusqu'à notre usine de Saint-Jérôme. Le retour sur investissement initial était de 4 ans. Le projet, finalement, a eu un retour de 2 ans dû aux fluctuations du marché du gaz naturel à l'époque. Les différentes responsabilités, comme je le disais dans le projet, Cascade a dû installer une nouvelle chaudière et effectuer la conversion d'une des chaudières existantes. C'est un projet qui a été poussé extrêmement rapidement. On avait un délai de mise en marche de 6 mois. Ça a demandé beaucoup d'efforts des 3 partenaires. La mise en service initiale a été faite en 2005. Vous voyez ici certaines photos là, du projet. En haut à gauche, on voit le poste de compression de gaz métro qui comporte 4 compresseurs de 2700 m3/h, la mise en place du pipeline, l'installation de la chaudière à notre usine de Saint-Jérôme. On a dû utiliser une des plus grandes grues au Canada afin de mettre la chaudière dans nos bâtiments. Les différents défis du projet. C'est sûr que la réalité des 3 partenaires vient toujours jouer, vient toujours nous impacter au quotidien. Gaz Métro n'ont pas prévu de faire vivre un projet comme celui-là dans le temps initialement. Il n'y avait pas l'expertise initiale d'effectuer la compression, le transport. C'est toujours une équipe spécialisée, c'est toujours du cas par cas. C'est sûr que ça complexifie beaucoup la relation au quotidien, ça complexifie beaucoup la consommation. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de fluctuations dans notre réseau de biogaz. Le nettoyage des chaudières est fréquent. Et là, comme on le disait, le biogaz n'est pas traité plus qu'il le faut. C'est seulement une filtration qui est réalisée. Ce qui fait en sorte que, oui, le biogaz contient beaucoup de H2S. Ça acidifie énormément nos produits de combustion. On a des problèmes avec des récupérateurs, par exemple, de chaleur à contact direct qui étaient déjà en place. Les différents défis aussi, on en parlait là, au niveau de la loi. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au projet. Présentement, comme je le disais, c'est notre marge de profit, c'est nos bénéfices, c'est nos emplois.
on ne sait pas à quoi s'attendre dans les prochaines années, advenant ce qui va arriver avec le projet. Donc, vous voyez ici la courbe de dégradation. C'est un document qui a été produit justement au début du projet, là, dépendamment si Gaz Métro, Waste Management obtenait l'agrandissement du site. On peut voir que le site peut générer maintenant jusqu'en 2022 et plus sans problème, comme Simon le disait, là, de 15 à 20 ans. Jusqu'à qui tu présentes ton graphique étant la courbe de génération du site? Du site d'enfouissement qui a été produite par Gaz Métro, je crois, à l'époque, dans ce cas-là. On voit là, la ligne en vert, ça représente notre consommation en BCF là, par année. On peut voir là, qu'on reste bien au-dessus de ces limites-là jusqu'en 2022 sans problème. C'est un projet qui est difficile au niveau contractuel. Ça demande de la négociation constante. Gaz Métro n'avait pas l'intention de développer plus qu'il faut le projet. Donc, avec eux, c'est toujours à renégocier régulièrement là, les différentes ententes, la tarification. Il y a beaucoup d'interfinancement qui est fait au niveau de ce projet-là. Les différents bienfaits pour notre entreprise, ça fait de sorte qu'on est un des producteurs de papier ayant la plus petite empreinte écologique en Amérique du Nord. Le projet a permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 70 000 tonnes, l'équivalent de 23 000 voitures compactes. On a obtenu grâce à ça l'indépendance énergétique au niveau des combustibles. On est beaucoup moins propice à la variation des prix de combustible, comme par exemple avec le gaz naturel. C'est des contrats long terme qu'on a avec Gaz Métro, ce qui fait en sorte que notre prix de combustible est très stable et qui n'est pas propice à la variation que peut connaître le gaz naturel, par exemple. C'est un projet qui a permis de réduire notre facture énergétique de plus de 35 %. Avant le biogaz, en fait, vous utilisiez du diesel? Du mazout et du gaz naturel, oui. Le graphique qui est ici là, présente notre facture énergétique, là, c'est non chiffré. La mise en marche du projet en 2005, puis ensuite, vous pouvez voir que les prix ont resté stables jusqu'à notre acquisition en 2014 par HIG, qui est un groupe d'investisseurs qui a permis d'augmenter à son niveau maximal notre productivité. C'est un projet là, qui s'alliait directement aux 3 valeurs du développement durable. C'est un projet qui a permis de sécuriser des emplois dans une industrie difficile, surtout à 40 minutes de Montréal, de faire du papier, c'est quand même un exploit encore aujourd'hui. Ça a permis de réduire notre empreinte écologique un maximum pour nous faire de nous un chef de file en termes de production éco-responsable. Le prix du combustible stable et puis la faible facture énergétique annuelle, c'est quelque chose, comme je le disais, qui nous tient en vie encore aujourd'hui. Le papier est déjà un procédé qui est bien intégré au niveau environnemental. On effectue la collecte, par exemple, du papier au niveau recyclage. Ça a permis pour nous de fermer la boucle écologique là, qu'on vit à l'usine, là, que ce soit de la production jusqu'à la récupération et la combustion du biogaz. Un autre avantage d'après un sondage interne, certains clients acceptent de payer plus pour notre papier, étant donné notre empreinte écologique très faible, notre profil éco-responsable. J'ai des exemples ici, des jardins CEPAC qui nous ont donné le droit de les présenter. Ça a permis, avec le projet, de nous afficher comme un consommateur de biogaz, quelque chose qui était innovateur à l'époque. Vous voyez ici certains de nos logos qui font de nous un producteur éco-responsable, on est fiers de notre papier et de la façon qu'on le fait. On respecte, par exemple, les forêts en utilisant des papiers recyclés. On a un procédé qui est sans chlore. On a beaucoup de papiers recyclés. Puis on peut voir ici, on a créé un logo Biogaz Énergie qui certifie que notre papier est fabriqué en majorité avec du biogaz. Comme je l'ai dit, ça nous permet de renforcer notre identité visuelle. On a créé un logo en fonction de notre consommation. Je vais vous présenter une petite vidéo là, Le papier que vous utilisez est-il fabriqué avec une énergie verte? Contrairement aux papetières qui utilisent de l'énergie provenant du charbon ou du nucléaire, les entreprises Roland utilisent une énergie renouvelable, le biogaz. Le biogaz est généré par la décomposition des déchets du site d'enfouissement de Sainte-Sophie. Il est collecté et compressé par un système de purification, puis acheminé vers l'usine de fabrication des entreprises Roland par un pipeline de 13 km. Le biogaz comble 93% des besoins en énergie de l'usine et permet de réduire ses émissions de CO2 de 70 000 tonnes annuellement, l'équivalent de 23 000 voitures compactes.
Le biogaz est un projet durable qui permet de réutiliser des ressources locales et abondantes qui seraient perdues si non utilisées. Réduisez votre empreinte écologique. Choisissez un papier recyclé à partir d'énergie biogaz. Le projet comporte encore plusieurs développements, encore plusieurs opportunités. On vise à augmenter le plus possible la capacité du pipeline en travaillant en partenariat avec Waste Management pour en augmenter sa qualité au maximum. Simon parlait de 52%. On essaie de viser de notre côté le plus possible 54, 540 BTU par pied cube. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la fiabilisation du poste de compression. C'est quelque chose sur quoi Gaz Métro travaille au quotidien. On vit beaucoup de problèmes au niveau de nos arrêts planifiés. C'est toujours un défi d'essayer de coordonner le tout avec Gaz Métro. On a des arrêts de production. On essaie de coordonner avec eux leur entretien mécanique des compresseurs. Il y a beaucoup de mesures d'efficacité énergétique aussi qui restent à mettre en place. On est une vieille usine avec des systèmes qui datent. Puis on pourrait penser éventuellement à une mise en marché de notre vapeur pour fournir certains sites avoisinants justement l'usine afin de produire de la vapeur à faible coût puis d'en faire bénéficier d'autres personnes étant donné notre surcapacité. Vous pouvez voir ici notre profil de consommation là, au cours des dernières années au niveau de nos types de carburant. Vous pouvez voir que le projet a évolué dans le temps et qu'on consomme de plus en plus de biogaz avec les années, jusqu'à une somme d'environ 93% aujourd'hui de notre facture thermique. Le projet a bien évolué, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, plusieurs correctifs qui ont été mis du côté de Gaz Métro, de Waste Management, afin de viabiliser le plus possible le poste. Comme je le disais, c'est un projet innovateur à l'époque qui nous a permis de conserver des emplois de qualité dans la région des Laurentides. Il y a un grand potentiel de notre côté de développement futur pour développer le projet de la mise en place de mesures d'efficacité énergétique. C'était au diapason de nos valeurs socio-écologiques, mais par contre, on se questionne par rapport à la durabilité. L'évolution dans le temps, c'est quelque chose qui nous insécure un peu, qu'on doit se questionner afin de s'assurer de conserver ce beau projet-là en marche. On va espérer que les agrandissements futurs du site de Sainte-Sophie seront autorisés, puis on pourra voir ça. Écoutez, ça a l'air facile, mais on est en février 2017. Je veux dire, tout le monde pense que c'est normal de générer du biogaz. Moi, je me souviens très bien quand cette annonce-là a été faite en 2004. Les gens ne comprenaient même pas que ça puisse se faire. Puis vous voyez ce qu'on est capable de récupérer, l'équivalent de 23 000 voitures qui roulent sur les routes, là, juste à partir de ça. Avant ça, c'était simplement brûlé ou envoyé à l'atmosphère. Fait que je dis, faut saluer des entreprises comme les entreprises Roland pour avoir été parmi les innovateurs. Là, on va vous présenter, c'est Simon qui fait l'introduction. Oui. Puis M. Demers va vous parler de ce qui se passe du côté de Drummondville parce que l'utilisation est un petit peu différente. Oui? Je suis curieux au niveau du projet. La connexion de 13 km a représenté combien en un pourcentage? C'est 10 millions, j'ai vu? Oui, c'était environ 8 millions de la facture du projet. OK. Et 80 c'était la connexion. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, pour vous parler du projet de Drummondville, Waste Management est propriétaire du site de Drummondville depuis 1996. C'est un site qui est en opération depuis 1984, excusez. Puis, à ce site-là, on a reçu près de 14 millions de matières résiduelles à travers les années. Actuellement, le site est autorisé à recevoir 430 000 tonnes de déchets par année. Et à Drummondville, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un complexe environnemental et énergétique. Donc, inspiré des attentes du milieu et des opportunités d'affaires, toujours en lien avec les principes de développement durable, on voulait mettre en place un complexe qui procurerait des retombées économiques et sociales dans la communauté. Pour ce qui est du captage et de l'extraction des biogaz, c'est sensiblement la même chose qu'à Sainte-Sophie. On utilise des puits verticaux, des tranchées horizontales, réseaux de collecte, stations de pompage, ainsi que torchères qui sont utilisées pour détruire
les surplus de biogaz non valorisés. On a plusieurs projets de valorisation qui sont en place à Drummondville, dont l'alimentation de l'usine-école CFR. Cette école-là est installée sur la propriété de Waste Management. Le bâtiment, ça a été le premier bâtiment LEED qui a été certifié pour la ville de Drummondville. On n'en est pas peu fiers. Et en fait, le chauffage du bâtiment est entièrement au biogaz. Donc, une chaudière au biogaz qui a été installée à l'école. Et cela permet une réduction des coûts d'énergie de 77 %. On a aussi une autre utilisation qui est le chauffage de nos eaux de Lixivia pour le traitement via notre RBS, le réacteur biologique séquentiel. Donc, pour avoir un traitement efficace, les eaux doivent être chauffées à une température de 25 degrés Celsius, 12 mois par année. Donc, on a une chaudière qui fonctionne au biogaz et via un échangeur de chaleur, on est capable de maintenir la température adéquate pour notre traitement. Et notre projet clé à Drummondville, c'est notre projet de production d'électricité et couplé à la récupération de chaleur pour l'alimentation des serres de mers. C'est parti de où ce projet-là? Donc, en 2009, Hydro-Québec était à la recherche de 125 MW d'énergie produite par la cogénération à la biomasse. Mais un des points importants, c'était que ces projets-là devaient permettre la récupération d'un minimum de 10 % du contenu énergétique de la production annuelle par un client vapeur. Puis, un peu dans les mêmes démarches qu'on avait fait auparavant à Sainte-Sophie, on était à la recherche d'un partenaire sérieux, fiable, prêt à innover, qui partageait les mêmes valeurs que Waste Management. C'est pour ça qu'on s'est tourné à ce moment-là vers les serres de Mers. Puis de là, on en est venu à des ententes à long terme, où est-ce qu'on a cédé des parties de terrain aux serres de Mers pour qu'ils puissent s'installer sur les propriétés de Waste Management. On a dû réintroduire certains ces terrains-là en zone agricole, en milieu agricole, ce qui est plutôt rare. Actuellement, c'est le contraire. Et bien sûr, on en est venu à des ententes d'affaires pour la fourniture d'énergie. En 2012, c'était l'année charnière où est-ce qu'on a mis l'usine en opération, l'usine de production d'électricité. Les serres ont été inaugurées et ainsi que la première école qui a eu lieu en 2012. Comment on fabrique de l'électricité à Drummondville? Donc, le biogaz est utilisé comme combustible dans des moteurs. C'est des moteurs Caterpillar, des 20 cylindres. Ces moteurs-là sont couplés à des génératrices qui vont générer 7,6 MW d'électricité. C'est l'équivalent d'alimenter 6500 foyers en énergie sur une base annuelle. Ces moteurs-là produisent beaucoup de chaleur. Donc, on récupère la chaleur des moteurs et via un échangeur de chaleur, on va chauffer les eaux qui servent à chauffer le complexe de serre. J'inviterai M. Jacques à venir vous en dire plus sur les opérations des serres de Mers à Drummondville. Merci, Simon. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Jacques Demers, alors je suis le président, directeur général d'une compagnie qui s'appelle Production Horticole Demers, ici à Lévis, sur la Rive-Sud. Et on a maintenant des tentacules à Drummondville, mais essentiellement, on a toujours œuvré dans la région, production de légumes de serre, principalement tomates, et aussi on était, et on l'est toujours encore, dans la production de petits fruits à l'extérieur, fraises et framboises. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Alors, Simon a bien mis la table sur ce qu'on a fait avec Waste Management, donc un partenariat à partir de nos valeurs, de nos objectifs aussi de développement d'entreprise. Et donc, on a en 2012 installé une serre à proximité de la centrale de production d'électricité
pour profiter, bien entendu, de la chaleur qui était disponible suite à l'opération de production d'électricité. Et on le fait, bien entendu, parce que on y voit, on a un avantage compétitif. Le coût de chauffage dans une serre, c'est quand même un coût important. On parle de 25% normalement d'une production de production d'énergie, du coût de l'énergie. Alors, c'est une des plus grosses dépenses là, suivant la main-d'œuvre de production. Alors, ce que Demers est exactement, on est situé sur 4 sites. Alors, on a une serre à l'Assomption, on en a une à Drummondville, on a 2 sites de production du côté de Saint-Nicolas-Lévis, maintenant rendu à plus de 200 employés. Actuellement, nous avons au total 6,5 hectares de surface de serre. C'est une grandeur quand même raisonnable pour un Québec. On reste quand même un petit joueur sur l'échiquier international et particulièrement nord-américain. Mais pour nous, quand même, avoir un complexe de 3,2 hectares à Drummondville, c'est un équipement intéressant qui est à la hauteur des dernières technologies disponibles dans le marché. Alors, voici quelques chiffres. 3,2 hectares, technologie, 80 000 plants de tomates qui sont là, 2000 tonnes de produits distribués sur les marchés locaux principalement, un petit peu du côté américain, mais essentiellement dans les grandes chaînes d'alimentation du Québec. 12 mois par année. Oh, j'ai reculé maintenant. Okay. Est-ce que j'ai reculé? Ben oui. Okay, c'est bon. Merci. Alors, peut-être un petit point technique. Une serre, et c'est pas particulier à la nôtre, c'est le modèle qui est reconnu partout sur la planète. Généralement, elle est chauffée avec de l'eau chaude. Donc, une circulation d'eau chaude sur des tuyaux dispersés dans la serre de différentes façons, mais essentiellement, c'est la méthode qui est la plus utilisée et la plus profitable. Et en plus d'utiliser les tuyaux d'acier pour faire la circulation de l'eau chaude, bien, on mécanise aussi les opérations de production à l'intérieur de la culture. Ce que vous voyez ici, c'est une rail de production dans laquelle circule de l'eau chaude et aussi qu'on va utiliser des chariots électriques pour se déplacer et faire les opérations de culture de façon efficace dans la serre. Donc, encore une fois, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons d'amener l'eau chaude à la plante. On le voit ici, il y a aussi un tuyau de chauffage qui est installé dans la culture comme telle pour améliorer la gestion de la production. Alors, je fais peut-être un petit recul. À partir de la centrale de production d'électricité, on est simplement couplé sur les moteurs. Donc, on vient, si vous voulez, bypasser le radiateur au bon moment, lorsqu'on a besoin d'énergie. Et les échangeurs font le travail par la suite pour acheminer l'eau chaude à la serre, qui est à environ 800-900 mètres du site de production d'électricité. Et cette eau chaude-là est emmagasinée à nouveau dans un réservoir de chaleur pour, bien entendu, répondre aux besoins rapides de besoins d'énergie de la serre, parce que, bon, d'un côté, on a une centrale de production d'électricité qui produit des mégawatts de chaleur d'une façon constante, 24 heures sur 24, mais les besoins de chauffage de la serre, eux, sont oscillants sur une base de 24 heures. Donc, c'est important qu'on ait un tampon et on soit capable un buffer, qu'on soit capable de bien gérer la chaleur et maximiser, bien entendu, ce qui est disponible comme chaleur, comme énergie. Système de chauffage, encore une fois, on l'a vu au sol, on l'a vu dans la culture, mais on l'a aussi aérien pour que la serre puisse profiter de cette chaleur-là pour se débarrasser de la neige en période hivernale, parce que c'est un problème. Il ne faut pas qu'il y ait d'accumulation de neige sur la structure, compte tenu du poids et surtout du blocage de la lumière. Donc, dans une serre, ce qui nous importe en priorité, c'est la quantité de lumière que nous recevons pour la plante. C'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous donne des kilos en bout de ligne. Alors, 1% de plus de lumière, c'est 1% plus de kilos en fin de production. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un réservoir de chaleur qui accumule 2 millions de litres d'eau pour suffire aux éléments de fluctuation de température et d'amener de chaleur. Dans la serre, on a, écoutez, c'est une serre moderne. On parle d'une serre de 3,2 hectares, donc 32 000 mètres carrés ou 350 000 pieds carrés. C'est un recouvrement de verre.
C'est une serre en acier. C'est une méthode de production hydroponique avec tous les contrôles informatisés que ça nécessite pour, bien entendu, obtenir le maximum de productivité et d'offrir des produits à un prix compétitif. On a aussi une ligne d'approvisionnement de biogaz directement du site des surpresseurs qu'on a vu tout à l'heure de Waste Management. Alors, en sécurité et en période de pointe, on utilise aussi une certaine quantité de biogaz pour suffire à l'approvisionnement en énergie de la serre. Alors, la serre est équipée de couverture thermale, ce qu'on voit du côté droit complètement. Donc, c'est un item essentiel dans la production. C'est une toile essentiellement qui se déploie la nuit lorsqu'on est en période hivernale, comme c'est ainsi, pour diminuer la dispersion de la chaleur et bien sûr profiter diminuer le coût de chauffage de la serre. Le verre n'étant pas un très bon isolant, il est très bon pour transmettre la lumière, mais pas un bon isolant. Donc, ça prend absolument ce genre d'équipement-là. Aussi, grâce à, dans le fond, dans le projet qui était initialement proposé et la vision qu'on voulait en avoir et qu'on voyait comme développement, c'était aussi l'utilisation de l'éclairage de croissance. Donc, au Québec, on ne reçoit pas suffisamment d'énergie lumineuse durant la période hivernale, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février, une partie de mars aussi, pour obtenir des plants en croissance et qui sont matures et d'offrir des fruits. Alors, on reçoit suffisamment d'énergie pour faire croître des jeunes plants, mais pas pour maintenir une production avec des plants qui sont matures. Alors, ça prend un minimum de joules pour maintenir une production ou un plant en santé. Alors, c'est là qu'on a l'obligation d'utiliser de l'éclairage de croissance supplémentaire pour pallier au manque de lumière. Et au Québec, on a un avantage quand même très intéressant si on peut avoir des tarifs électriques qui nous sont un peu plus favorables que les tarifs de la compétition. Ça nous permet vraiment de produire dans une fenêtre hivernale où les marchés sont aussi plus favorables. Alors, dans les gains énergétiques, écoutez, on a une réduction de consommation d'énergie, on en a parlé par les couvertures thermales. Le fait de chauffer la serre avec les résidus de chaleur de la centrale, bien c'est l'évitement, si vous voulez, d'approximativement 2 millions de litres de combustible fossile, essentiellement de l'huile dans cet exemple-là. On a une production de 12 mois, une présence de 12 mois sur les marchés, ce qui n'est pas négligeable. Il y a une valorisation en bout de ligne de 37 millions de mètres cubes de biogaz. Juste pour cette première phase-là, on a une réduction de 15 000 tonnes d'équivalent CO2. Donc, on parle de 3 300 véhicules retirés de la route. Vous voyez ici les produits qu'on offre sur les marchés. Alors, on est quand même assez présent et on va l'être de plus en plus. Vous allez avoir la chance de voir encore plus nos produits sur le marché du Québec dans les prochains mois. Parce que, le premier investissement qu'on a fait, incluant la centrale de Waste Management, c'était tout de même 25 millions d'investissement pour la ville de Drummondville, qui est quand même considérable. Une création de 50 nouveaux emplois. Et, pour nous, ça augmentait de 50% notre volume de production sur les marchés du Québec. Encore une fois, j'ai dit que ça permettait d'avoir des produits locaux et donc indirectement de couper l'importation de produits qui sont en provenance essentiellement du Mexique. Alors encore là, il y a des gains environnementaux intéressants à avoir. Protection de l'environnement, efficacité économique. C'est certain, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une entente comme on a eu avec Waste Management, et je dois le souligner, qui ont toujours été très collaborateurs, et c'était un projet qui était gagnant-gagnant dans les deux sens. Pour nous, c'était bien entendu d'avoir un coût moindre d'énergie pour l'ensemble de la production de cette serre-là. Tout de même, se déplacer et d'aller à proximité de la serre, ça prend des partenaires sérieux. Et il fallait bien entendu avoir une entente là, sur du long terme qui nous permettait de rassurer les investisseurs chez nous et de s'assurer que dans 5, 10, 15, 20 ans, on sera encore capable de chauffer cette serre-là avec les résidus de biogaz. Alors, dès les premières années, on a quand même eu un bon succès au niveau
rentabilité économique du projet de la phase 1 et tout récemment, on a annoncé un développement d'une phase 2 qui consiste essentiellement à réinvestir un 25 millions de dollars pour une serre 2 fois plus grande et ainsi faire une serre de 10 hectares au total de production sur un même site, un même tenant. Et encore une fois, de maximiser l'énergie qu'il y avait de disponible chez Waste Management et d'en faire un projet encore plus viable à long terme. Alors, comme je vous disais, on est en construction actuellement d'une deuxième serre sur le même site, tenant à la première. On ajoute 7 hectares de production de tomates aussi. Et par le fait même, on va ajouter 5000 tonnes de produits annuellement sur les marchés du Québec, essentiellement. Est-ce qu'il va y avoir encore de la capacité au niveau du biogaz pour continuer à vous chauffer? Oui. Mais là, avec 10 hectares, ça complète le site, c'est complet. Autant au niveau de l'espace que de la disponibilité de l'énergie. Mais 10 hectares, c'est quand même une belle unité de production pour qu'on ait accès à tous les équipements et à toutes les économies d'échelle qu'on a besoin pour réussir à être compétitif dans le marché. Encore là, on ajoute une réduction de 26 000 tonnes de GES juste en faisant ça, en évitant d'aller chercher des combustibles fossiles. Voilà. Donc, ça complète ma présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez fait le choix d'utiliser le CO2 qui est disponible dans le gaz. Pouvez-vous élaborer sur cet aspect? Bien, en fait, on ne l'a pas fait